Donc, je m'appelle Jacques Coursier, j'ai 80 ans, je suis dominicain depuis 1965, je suis prêtre depuis 1970 et je suis au couvent Saint-Jacques de Paris depuis 1971, ce couvent Saint-Jacques qui est un prototype même d'un couvent dans la ville pour moi. Je suis donc un vieux de la vieille. Et dans ma vie religieuse, j'ai malgré tout finalement pas mal bourlingué. De par ma formation initiale, j'ai été amené à enseigner des mathématiques et de la logique à l'université de la Sorbonne, à l'Institut littéraire, Paris 4, et de la philosophie des sciences à l'Institut catholique de Paris, jusqu'à ce que je sois mis à la retraite. J'avais un poste de dernier de la tribu. Je n'étais pas professeur. Alors, en même temps, pendant cette période, à un moment donné, j'ai dirigé pendant 11 ans une petite salle de spectacle, La Tanière, et cette salle de spectacle a été pour moi un lieu fondamental de découverte de ce qu'était la chanson sur laquelle je reviendrai ultérieurement. Ensuite, j'ai été amené à m'occuper successivement des jeunes frères présents dans ces communautés, puis des frères âgés, puis de la cuisine, puis des finances, etc. Donc je connais beaucoup de choses dans cette maison, dans ce bâtiment, et j'y suis bien. Tout un parcours, et dans deux mondes ainsi parcourus, sans avoir beaucoup changé de place. Donc c'est à partir de ce point de vue que je me permets de faire une petite histoire de ce que sont les dominicains. C'est une longue histoire qui débute au XIIIe siècle et qui se déroule pour moi maintenant dans le 13e arrondissement. Heureusement que je ne suis pas superstitieux, le chiffre 13 ne me cause pas de problème. Commençons donc par le XIIIe siècle et je terminerai en deuxième partie par l'actualité, le 13e arrondissement. Alors, une chose d'abord, je parle en mon propre nom. Je ne suis pas un historien de métier, j'essaie d'être honnête, c'est d'abord le principal. Mais je ne suis pas absolument compétent sur tous les domaines culturels et historiques que je vais vous présenter. L'histoire est une chose complexe et le résumer en quelques dates est assez délicat. Bon, les origines de l'ordre dominicain. Les origines de l'ordre dominicain, XIIIe siècle. C'est la fin d'un monde politiquement et religieusement compliqué. Le midi de la France est traversé par les mouvements cathares, qui sont d'une certaine manière des mouvements chrétiens et d'une autre manière des mouvements de pensée dualistes. Mais fondamentalement, ils s'opposent au christianisme tel qu'il est manifesté à l'intérieur des systèmes d'alors, c'est-à-dire une collusion avec la féodalité et un royaume, un monde religieux orienté vers ce qu'on appelle les monastères. Donc, il y a à l'intérieur même des tentatives de réponse, la place des monastères, au point de départ, était très importante et l'échec aussi. Dominique se rend compte que l'approche des moines ne parvient pas à tenir tête aux bons chrétiens cathares. Il forme d'abord une communauté de moniales en 1206 pour essayer d'établir un dialogue à partir de la contemplation. 1209, la guerre commence. Et voilà que Dominique va à droite, à gauche dans le pays cathare, sans argent, sans armes, sans escorte. Il rassemble quelques frères. Ce qui fait qu'en 1216, il rassemble ces frères qu'il rassemble, il constitue un nouvel ordre qui sera l'ordre des frères prêcheurs. C'est le titre officiel.
Alors, par définition, il y avait 3 points qui posaient problème au Qatar: la pauvreté, la manière dont l'Église était gérée, et qu'est-ce que c'est que contempler Dieu. Donc, les frères n'ont pas de richesse propre et doivent mendier pour leur subsistance. Ils ne portent aucune arme et ne font que débattre, discuter, prêcher. Ils ne sont pas assimilables aux forces armées qui circulent. Et pour pouvoir parler, il faut avoir étudié. Donc, très rapidement, Dominique se rend compte que le principal est de former des jeunes frères grâce aux études. Et où peut-on étudier? Dans les villes, dans les universités naissantes. Ce qui fait que Dominique envoie les premiers frères, il ne va pas essayer de les regrouper, il va les disperser immédiatement dans les universités naissantes, qui ont à peine 20 ans ou 30 ans d'âge, hein. Bologne, Paris, Cologne, Toulouse. Et ça, c'est un geste qui est, à mon avis, structurant et prophétique. Ce ne sont pas des moines, ce sont des religieux dans la ville. Alors, il faut avoir étudié, et les universités présentent des possibilités d'étudier en conformité avec la manière dont les savoirs se développent à nouveau. Et les savoirs se développent alors, avec la redécouverte en particulier des textes d'Aristote. Les textes d'Aristote, c'est pas seulement la philosophie, c'est les sciences naturelles, c'est les sciences, c'est la physique, c'est la logique. Et donc les frères rentrent dans un univers intellectuel qui est fondamentalement un univers neuf, un univers de la ville, un univers de l'université, un univers qui servira de base à une nouvelle expression de la théologie catholique qui s'appellera en fait l'aristotélico-thomisme. La deuxième marque fondamentale de cette innovation, c'est le gouvernement. Après les études et après la pauvreté, il y a le gouvernement. Les dominicains vont être régis par une constitution qui sera neuve pour l'époque. Même si elle s'inspire des constitutions augustiniennes, elle est neuve pour l'époque, en particulier sur ce point. Le gouvernement, alors les dominicains sont structurés en provinces, selon l'endroit où ils sont. Dans les provinces, il y a différents couvents. Chaque couvent élit un prieur pour un temps limité. Cette élection est confirmée par l'ensemble des couvents de la province. Donc le prieur provincial. Et le prieur provincial lui-même est confirmé par le maître de l'ordre, Saint-Dominique au point de départ, etc. Donc il y a cette double dimension des élections et la confirmation de ces élections. Et ça, c'est une structure démocratique tout à fait neuve et qui a demeuré jusqu'à maintenant comme fondamentale. Et une chose est remarquable, quelqu'un qui a une fonction par exemple de prieur ou de maître général, etc., de prieur de l'ordre, une fois sa fonction terminée, redevient un simple frère. Celui qui présidait l'Eucharistie tout à l'heure, Père Caloré, c'est un ancien maître général de l'ordre qui redevient tout simplement un frère dominicain, comme chacun d'entre nous. Ça, il n'y a pas de pouvoir définitif à vie. C'est tout à fait différent de la vie des monastiques. Bon, et la troisième remarque, bien sûr, c'est un changement économique. Alors, les dominicains n'ont pas de terre, les couvents qu'ils construisent ou qu'il faut construire sont des structures assez fragiles, ils ne sont pas luxueux, loin de là. Et ça, c'est une... il reste peu de choses des premiers monuments dominicains construits ou mal construits à l'époque. Mais fondamentalement, c'est la pauvreté, la mendicité.
aujourd'hui encore, nous ne gagnons l'argent qui rentre dans la communauté, c'est l'argent qui peut nous être donné, c'est l'argent qui nous est donné dans les prédications, mais nous ne sommes absolument pas payés par les diocèses ou par l'Église de manière générale. Il y a une question qu'on se pose presque nécessairement quand on s'intéresse aux dominicains, c'est les rapports entre les dominicains et l'Inquisition. Alors, première chose, l'Inquisition, c'est pas tout à fait ce que les gens pensent. Au point de départ, c'est une réforme dans les instituts juridiques qui fut fondamentale. Qu'est-ce qui s'est passé? Les juridictions étaient essentiellement basées avant sur la dénonciation. Et voici qu'avec les tribunaux inquisitoriaux, les accusations doivent s'appuyer sur des preuves. Et donc il y aura obligatoirement une discussion sur les preuves et un débat. Une procédure inquisitoriale, c'est une procédure d'enquête sur preuve. Alors, il se trouve que les preuves étant parfois discutées, c'est normal, les tribunaux ne sont plus à l'aise que quand il y a confirmation de ces preuves par l'accusé qui avoue. Alors, l'histoire terrible des tribunaux inquisitoriaux, ça a été bien sûr la manière dont ils obtenaient l'aveu. Ça a été des pages très noires d'une histoire humaine, de l'histoire de nos sociétés, de l'histoire de l'Église. Alors, l'Inquisition a été fondée peu de temps avant la fin du XIIe siècle. Ensuite, ce n'est que ultérieurement que les dominicains ont été impliqués dans l'Inquisition. C'est-à-dire, très précisément, c'est à partir de 1231 que les dominicains et les franciscains ont été nommés pour être présidents de tribunaux inquisitoriaux. Dominique, qui est mort en 1221, n'a donc jamais mis les pieds dans un tribunal inquisitorial, au moins jamais directement. Et alors c'est vrai que la légende, la géographie dominicaine lui a parfois attribué une place dans cette procédure. Mais ça se discute, et de toute façon, l'Inquisition, les pages vraiment noires de l'Inquisition ont été bien plus tardives, c'est-à-dire entre la fin du XVIe et le début, le premier tiers du XVIIe siècle. C'est là où l'Inquisition, les tribunaux d'Inquisition ont fait des ravages terribles avec les procès de sorcellerie. Alors, il y a bien sûr, en lien avec les tribunaux d'Inquisition, et qui recherchent à ce moment-là aussi l'hérésie et les signes de l'hérésie. Les signes de l'hérésie, c'est chez quelqu'un qui est possédé du démon. Pour être hérétique, il faut être possédé du démon. Donc il y a des traces où on doit voir que le démon vous possède. Un exemple typique, c'est est-ce que vous pouvez réciter intégralement Notre Père? Si vous hésitez sur un mot de Notre Père, c'est parce que vous êtes possédé par le démon, qui vous empêche de l'utiliser, cette parole sainte. Alors, il est utile de dire que ce type de preuve n'est pas toujours facile à accepter. Alors, un exemple d'un tribunal d'Inquisition, avec ses qualités, d'une certaine manière, et son grand défaut, c'est Giordani Bruno. Alors, donc, les dominicains eux-mêmes ont été victimes des tribunaux d'Inquisition. Alors, le Giordani Bruno, un personnage étrange, jeune dominicain, ultra brillant. Il devient rapidement ce qu'on appelle un errant, qui est dans toutes les communautés pour aller d'une université à une autre ou d'un lieu à un autre pour faire ses conférences. Alors, c'est caractéristique de l'époque de la Renaissance. Et c'est Giordani Bruno, pour nous maintenant, est célèbre parce qu'il a soutenu les positions de Copernic, il a développé une théorie de l'infini, il a développé une théorie d'équivalence des religions entre elles. Alors,
il faut comprendre que, par exemple, son soutien au copernicianisme ne repose pas sur un travail scientifique au sens de Galilée, par exemple, ou au sens des successeurs, mais sur une position d'ordre symbolique et philosophique. Il y avait au XVIe siècle, dans la période de la Renaissance, une fascination pour la redécouverte des Grecs, bien sûr, mais la redécouverte aussi de toutes les dimensions ésotériques dans le monde ancien, dans le monde grec, dans le monde parallèle. Et donc, Giordani Bruno a été poursuivi en procès. Ce procès, à Rome, a duré 8 ans. Et il a été condamné au bûcher au bout de 8 ans de procès. Alors, la position de Giordani Bruno reflète bien la culture de la Renaissance, et la condamnation de Giordani Bruno reflète bien aussi la difficulté qu'a eu l'Église alors à comprendre ce qui se passait dans la culture de l'époque. Un autre point qu'il faut maintenant évoquer, c'est les dominicains et la Révolution française. Puisque je parle des dominicains en France, bien sûr. Alors, les dominicains sont en pleine diminution. On peut pas dire que les dominicains au XVIIe, XVIIIe siècle en France aient été nombreux. Cela dit, le problème qu'ils ont soulevé est d'une part un problème général dans la Révolution française, la place des ordres religieux, et en particulier des mendiants, et d'autre part la place de l'Église dans un monde qui se déchristianise. Alors, la raison principale de l'expulsion des dominicains fut qu'ils étaient des mendiants. Or, c'était une situation économique qui n'était plus acceptable à l'époque. Ce d'autant plus que les dominicains, par ailleurs, par le biais des dons, des legs et de l'absence de structure d'héritage, avaient en fait été assez riches, mais d'une richesse qui nécessitait pourtant de solliciter les gens, c'est-à-dire de faire des conférences, de prêcher, etc. Ils ne pouvaient pas vivre simplement de leur rente. Alors donc, on a cette situation assez paradoxale. Alors premièrement, bien sûr, en 89, nuit du 4 août, suppression des ordres, et le clergé de l'ordre du clergé disparaît comme les trois ordres, comme les deux autres ordres en France, qui étaient le clergé, la noblesse, et le tiers-état. Donc, les dominicains cessent d'être un ordre à part à l'intérieur de la société. Deuxième aspect. Alors, il y a une tendance anticléricale et une tendance antireligieuse en France très forte, et une tendance gallicane, c'est-à-dire une défense d'une église qui soit indépendante de Rome. Donc, la constituante va proposer une constitution pour le clergé. Et se prépare ainsi un statut pour le clergé. Mais il y aura des prêtres qui seront réfractaires, qui refuseront ce statut. Alors, une des choses curieuses, parmi les dominicains, il y a pas mal de réfractaires. Mais une des choses les plus amusantes, par les histoires, un des éléments de la constituante cherchait un lieu de réunion. Ils ont loué un local aux dominicains de la rue Saint-Honoré. Ce local est devenu le local des Jacobins, et donc la constituante a été organisée par les Jacobins, non pas les dominicains. Les Jacobins, c'était le nom des dominicains à l'époque. Et donc, la constituante a été organisée, présentée, votée essentiellement par les Jacobins, qui n'étaient pas les dominicains, et ça condamnait les dominicains à l'inexistence, voire l'exil. Au XIXe siècle, bien sûr, alors première chose, il a fallu un concordat par Bonaparte
pour rétablir des liens quand même à peu près viables entre l'Église et l'État. Et ces liens, le concordat permettait donc à un certain nombre de prêtres qui acceptaient d'être concordataires de retrouver leur lieu de culte, etc., et leur service de culte. Donc il y avait déjà une certaine réconciliation, mais les tensions entre un monde républicain fondamentalement anticlérical et un monde du retour royaliste, fondamentalement anti-révolutionnaire, cette tension, c'est une constante dans le début du XIXe siècle. Alors, les dominicains ont été réintroduits en France en 1850 par Lacordaire. Qui était Lacordaire? Bon, un personnage assez extraordinaire, qui était d'abord le compagnon de Lamennais et de Montalembert. Dans les années 1830, il rédigeait dans la revue de Lamennais, L'Avenir, 1830-1832. Pourquoi la rupture entre Lamennais et Lacordaire? Tout simplement parce que Lamennais défendait la République, défendait la liberté religieuse, la liberté d'enseignement, etc., mais en même temps avait une perspective, alors qu'on va dire ultramontaniste, c'est-à-dire s'appuyant sur l'autorité de Rome pour renouveler une certaine vision mystique, en fait, de l'Église en France. Et Lacordaire n'était pas du tout à l'aise, ni Lacordaire, ni Montalembert, ni un certain nombre de personnes de cette époque n'étaient à l'aise avec cet extrémisme de Lamennais. Alors cette époque fut très féconde, en particulier pour une ouverture sociale de l'Église. Et parmi c'est la création de la confrérie de Saint-Vincent de Paul, des conférences de Saint-Vincent de Paul avec Ozanam. Donc la société française continue à se diviser avec des allers-retours entre un certain conservatisme et un anticléricalisme qui amène à la commune, bien sûr, avec des positions très variées de l'Église de France par rapport à la commune, mais qui amène aussi, en 1880, à des réactions anticléricales profondes, donc le rejet de toutes les congrégations qui refuseraient d'être intégrées dans le système de l'État congrégationniste. 1880, donc dans les années jusqu'en 1904 puis 1905, il y a des allers-retours, donc les dominicains sont expulsés de France et naviguent entre l'Autriche, la Suisse, etc. En 1904-1905, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Les affaires semblent donc closes. Il n'y a plus de dominicains en France. La guerre de 14 entraîne une modification assez radicale. Les prêtres, les religieux, comme tout le monde, sont soumis au service militaire et sont dans les tranchées. Et la France se rend compte qu'il peut y avoir quelque chose de commun, d'humainement commun, entre les prêtres, l'Église et le peuple. Ce qui fait qu'à partir de la fin de la guerre, il y aura des tentatives de réconciliation. Alors, j'ai oublié un point sur lequel, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, commence ce qu'on appellera la crise moderniste. C'est-à-dire une crise fondamentale à l'intérieur de la pensée religieuse par rapport à une certaine forme de fondamentalisme. Donc, le monde protestant, le monde laïque, comprenait que les Écritures saintes étaient liées à une histoire, ça depuis le XVIIe siècle, jusqu'aux études scientifiques allemandes du XIXe. L'Église catholique refusait et pensait des théories comme l'indéisme, c'est-à-dire l'inspiration directe des Écritures saintes dans sa totalité.
Donc il y a eu condamnation du modernisme par l'Église au début du XXe siècle, avant la guerre de 14, et un serment antimoderniste imposé à tout le monde, clerc et y compris, bien sûr, à tout le monde, c'est-à-dire au clerc. Après la guerre de 14, le modernisme devient insoutenable. Donc petit à petit, c'est quelque chose qui s'estompe. Par contre, il y a un autre mouvement qui relève la tête, c'est l'Action française. Et c'est en 1926 que le pape condamne l'Action française. Ce fut une révolution à l'intérieur des dominicains et de division interne entre dominicains, entre couvents, et très très difficile pour un certain nombre de dominicains d'accepter cette condamnation de l'Action française. Cette condamnation aura du mal à passer jusque pendant la période de la guerre de 40. Une figure s'impose seulement parmi les dominicains, c'est la figure du père Chenu, qui développe une vision historique de la théologie. Donc, dans la ligne de ce qu'a fait le père Desgranges pour l'exégèse, c'est-à-dire le travail, celui qui se fait à l'université, celui qui doit se faire, un travail qui passe par l'histoire des idées, l'histoire de la civilisation, etc. Donc, il y a au début du XXe siècle, jusqu'à la guerre de 40, un conflit énorme. La guerre de 40 va amener une deuxième réconciliation à l'intérieur de l'Église. Cette fois-ci, elle ne passera plus par les tranchées, mais par les camps de concentration. Dans les camps de concentration, le clergé comprendra qu'il doit y avoir un rapport réel entre le clergé et la population française, et en particulier le monde ouvrier. Donc, le XXe siècle, après la guerre de 40, va être au point de départ de plusieurs tentatives de réforme intérieure d'Église, en particulier les prêtres ouvriers. Les propos de Congar sur vraies et fausses réformes dans l'Église, ou pour une théologie du laïcat. Donc, il va y avoir une réaction romaine contre ces réformes. La première, c'est la condamnation de Chenu pour son livre sur le Solchoir et l'école de théologie en 1942. La deuxième, ça va être la condamnation des prêtres ouvriers en 1954, qui a frappé énormément de dominicains. Les dominicains n'étaient pas les seuls prêtres ouvriers, mais ça a touché énormément d'entre nous, prêtres ouvriers ou favorables aux prêtres ouvriers. Et la troisième, ça a été la condamnation au silence de gens comme Chenu, comme Congar, comme Ferret ou comme tant d'autres. Donc il y a une espèce de chape de plomb qui s'est étendue sur l'Église et qui a été enfin libérée grâce au concile dont je parlerai tout à l'heure. C'est pendant cette période que sont apparues plusieurs choses intérieures des dominicains. Je pense en particulier à Économie et Humanisme. Économie et Humanisme, un institut de recherche sur les problèmes d'économie. Ça commence mal d'une certaine manière. Ça commence dans les années 42 avec Vichy, donc une vision très famille, travail, patrie, d'une certaine manière. Avec la résistance et la sortie de la guerre, Économie et Humanisme se transforment grâce au père Lebray. Après, ça va devenir un bureau d'études fondamentales dans les études pour le développement en Afrique, en particulier à Dakar, pour s'estomper maintenant, mais devenir un bureau d'études sur l'écologie. L'histoire de l'économie et humanisme correspond à l'histoire de la prise de conscience intérieure de la société, et intérieure de l'Église donc, de l'évolution des questions posées par l'économie. Un dernier point que je voudrais souligner, c'est sur cette période, en particulier sur la période 50-80, période la province de France a constitué des archives
extraordinairement bien organisée, sérieuse, et selon les méthodes et travaux des archivistes. C'est pas un accident. Et dans la situation actuelle où l'Église de France a été confrontée à des problèmes de pédophilie, etc., la manière dont les archives ont été constituées chez les dominicains et la manière dont elles ont pu être utilisées a été d'un grand service pour éclairer un certain nombre de dossiers extraordinairement délicats pour l'Église dans la situation actuelle. Alors maintenant, je crois qu'on va changer de local et passer à côté pour passer à la bibliothèque du Saulchoir. Bien. Alors nous sommes maintenant dans les locaux de la bibliothèque du Saulchoir. Bibliothèque du Saulchoir, qui est aussi la bibliothèque de l'Estina, qui est donc l'envers du couvent Saint-Jacques. Alors, je voudrais parler de la situation actuelle des dominicains. Alors, il faut quand même que je vous explique de quel point de départ je puis vous parler de ces dominicains. Je suis dominicain depuis 1965. Je ne savais pas très bien qu'est-ce que c'était que les dominicains au point de départ. Et c'est un ami qui m'a donné cette idée d'aller voir du côté des dominicains. J'ai été voir. Père Maître, on discute. Je ne savais pas très bien de quoi discuter. Je n'étais pas tellement habitué à ce type de dialogue. Et je dis un peu ce qui me vient par l'esprit. C'est peut-être idiot, j'en sais rien. Il me regarde, peut-être étonné. Il me dit, vous pensez? Je réponds, oui, je pense. Probablement un instant de silence. Et il m'a dit, continuez. Eh bien, continuez. Et ça, j'ai compris qu'il y avait chez les dominicains un espace de liberté où la différence de pensée était plus que acceptée. Quand je suis rentré au Saulchoir, aux études, même problème, j'arrive, je dis que je m'intéresse à la philosophie. On me dit, très bien, tu suis les cours, tout ça, mais la bibliothèque, elle t'est ouverte, tu peux lire ce que tu veux. Au cours de mes études dominicaines, même problème, je dis, je m'intéresse aussi aux mathématiques. J'avais déjà fait quand même pas mal d'études. On me dit, si tu veux. Et donc, on m'autorise à suivre des cours de mathématiques et à passer mes examens en septembre. Alors, compte tenu du fait, bien sûr, que je suivais les cours religieusement, les cours de philosophie et de théologie au Saulchoir. Donc, j'ai eu l'impression, même la certitude, qu'il y avait là un véritable espace où moi, je pourrais vivre. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que de fait, il y a une grande diversité parmi les dominicains, c'est le moins qu'on puisse dire, je crois. On n'est vraiment pas tous d'accord, loin de là, mais qu'il y a le respect de cette diversité. Et ça m'a permis, et ça me permet encore aujourd'hui de vivre. Donc aujourd'hui, les dominicains, on est à peu près 6000 dans le monde. Vous me direz, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Les jésuites sont beaucoup plus nombreux que nous. Et même s'il y a une diminution de partout du nombre de religieux, c'est vrai que c'est pas négligeable. Alors maintenant, comment nous sommes structurés? Eh bien, nous sommes structurés en provinces. Chaque province correspond en fait à un pays, ou à une partie d'un pays. Alors la situation en France, historiquement, nous sommes maintenant deux provinces. La province dite de Paris et la province de Toulouse. Et la province de Paris, à peu près 300 frères, a cette particularité d'avoir beaucoup de maisons ou couvents en dehors même de la France. Sur les 300 environ dominicains que nous sommes de la province de Paris, il y en a 94 dont le couvent n'est pas en France. Ça peut être dans les pays nordiques, ça peut être dans les pays baltes, ça peut être en Irak, ça peut être au Moyen-Orient, ça peut être en Afrique, etc. Donc, nous avons, quasi connaturellement, un énorme brassage à l'intérieur même de nos couvents. Brassage parce que nous voyons par exemple à Saint-Jacques passer énormément de frères de ces pays.
Alors, ce n'est pas le cas de la plupart des provinces dominicaines dans le monde. La province de Toulouse, qui a 170 frères, il y en a simplement une dizaine qui sont dans des pays étrangers à la France. Deuxième point important, c'est les sœurs. Alors, les dominicains, ce n'est pas seulement un ensemble d'hommes, comme nous l'avons dit quand nous avons parlé de la fondation des dominicains, il y a énormément de congrégations religieuses féminines qui ont toute leur importance. Toute leur importance car elles représentent 3 volets fondamentaux de l'ordre. Le premier volet, c'est un volet dit de contemplation. Il y a donc un certain nombre de sœurs qui sont des moniales. Le deuxième volet, c'est un volet plus social, d'enseignement. Et le troisième volet, c'est un volet par rapport à la maladie, par rapport à la science sociale, par rapport à la présence ouvrière, etc. Donc c'est un volet de présence plus immédiate au service des hommes et des femmes de notre temps. Et cette présence des religieuses, même si nous, branche masculine, ne l'avons pas toujours estimée à sa juste valeur ou respectée, cette présence féminine a permis à bon nombre de jeunes de trouver leur place à l'intérieur même de nos communautés dominicaines. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vie dominicaine dans ses grandes lignes? Une vie dominicaine, c'est d'abord une vie communautaire. Mais une vie communautaire avec le respect assez très important, très réel, de la diversité des modes de vie. Aucun d'entre nous n'est, au sens propre du terme, totalement dans la communauté, totalement fidèle aux règles de la vie communautaire. Mais la vie communautaire, ça signifie des temps de prière partagés, des finances partagées, et jusqu'à un certain point en tout cas, des réflexions partagées. Donc la vie communautaire, elle est pour nous assez fondamentale, même si elle est parfois simplement rêvée. Il y a en fait 2 axes fondamentaux de travail chez les dominicains aujourd'hui. Un axe que je pourrais qualifier de prédication, au sens très vaste du terme et assez populaire, et puis un axe de recherche. Alors, la prédication chez nous, bon, c'est un travail que beaucoup d'entre nous ont pratiqué ou pratiquent de manière régulière. Vous avez prêché dans les paroisses, bien sûr, prêcher aussi en animant des groupes de réflexion. Donc ça fait partie de nos gènes. Ça correspond à plusieurs grandes organisations à l'intérieur de notre système dominicain actuel en France. La première chose, c'est le pèlerinage du rosaire. Le pèlerinage du rosaire, c'est très ancien, ça date du début du XXe siècle. C'est un pèlerinage qui permet cette chose extraordinaire de la marche ensemble d'hommes bien portants et de malades. Et c'est une chose qui, du point de vue sociologique, est extraordinairement rare. Et on n'attend pas des miracles à Lourdes. On attend effectivement la coprésence de 2 groupes d'hommes que la vie a, d'une certaine manière, physiquement séparés. Autre élément de cette prédication, les émissions de Jour du Seigneur. L'émission de télévision du dimanche matin, et il faut souligner que ces émissions, ce n'est pas seulement la messe, c'est aussi la demi-heure avant la messe, et c'est aussi la collaboration avec les autres émissions religieuses à la télévision. Jour du Seigneur est international et touche ou participe à des émissions semblables, relayées ou assumées par d'autres pays de langue française, en particulier la Belgique. Puis il y a aussi une innovation assez récente qui s'appelle « Retraite dans la ville ». Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, au stade initial, j'ai dit que les dominicains, c'était un ordre religieux dans la ville. Donc, Retraite dans la ville, c'est proposé par Internet, à partir d'une petite équipe à Lille, qui propose donc, pour des périodes très précises
de l'année, propose aux gens qui sont fixés sur leur ordinateur peut-être, il leur propose des étapes spirituelles, des étapes de réflexion religieuse et des étapes aussi de formation avec Théodome. Donc, il y a une orientation assez fondamentale de prédication qui occupe beaucoup d'entre nous. Alors, l'orientation de prédication a amené l'ordre des dominicains à travailler sur les problèmes de pastoral et de liturgie. Ce qui fait que dans la période qui a suivi immédiatement la guerre de 1945, a été fondé un centre, le centre de pastoral liturgique, devenu Centre national de pastoral liturgique. Alors, les dominicains n'y ont pas, bien sûr, l'exclusivité, mais c'est quelque chose que les dominicains ont lancé et auquel ils participent encore actuellement de manière très active. Ça veut dire que les problèmes de pastoral, ce n'est pas seulement des problèmes sociologiques, ce n'est pas seulement des problèmes de cuisine interne, c'est des problèmes où se croisent la manière de s'adresser aux gens et ce que l'on peut leur répondre très naturellement. D'une certaine manière, il y a eu ensuite un autre volet qui s'appelle l'art sacré. L'art sacré, c'est une revue qui a été fondée un peu avant la guerre de 1940 pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait dans la relation entre nos églises et l'art sacré contemporain, l'art contemporain. Donc la question, est-ce qu'il y a un art sacré ou pas, et comment, à l'intérieur de nos églises, on peut introduire des éléments d'art qui soient modernes. Nos églises ne peuvent pas être habitées uniquement par des copies de Saint-Sulpice. Alors, maintenant, deuxième aspect du travail, c'est le travail de recherche intellectuelle. Alors, on dit souvent que les dominicains sont des intellectuels, c'est vrai pour pas mal d'entre nous, et je crois que quelqu'un qui ne supporterait pas les intellectuels pourrait difficilement vivre en communauté avec un certain nombre d'entre nous en tout cas. Donc c'est une chose, cette marque-là, on ne peut pas la nier, elle est très réelle. Alors ça a permis quand même des choses que je crois importantes à l'intérieur de notre culture française actuelle. Première chose, les éditions du Cerf. Les éditions du Cerf, qui sont maintenant juste à côté du couvent Saint-Jacques. Les éditions du Cerf, ce n'est pas seulement des livres pieux, c'est aussi la publication de la Bible de Jérusalem, c'est aussi la publication de la Bible écuménique, la Tobe, et c'est aussi un centre fondamental de publication des collections patrimoine, philosophie et théologie, etc., qui essayent de comprendre la relation ou les relations entre les religions et le christianisme, ou à l'intérieur du christianisme, entre les différentes formes du christianisme, et les relations entre la culture et ce que le christianisme peut apporter ou comprendre. Ça, c'est une chose. L'autre penchant de la recherche intellectuelle important, c'est la bibliothèque universitaire du Solchoir, celle dans laquelle vous êtes. 350 000 volumes et revues, c'est pas mal. C'est pas la plus grosse bibliothèque privée, c'est pas la plus grosse bibliothèque universitaire. N'empêche que quelqu'un comme Michel Foucault y est venu plus que régulièrement ici pour y écrire l'essentiel de ses œuvres. On lui fournissait du matériau historique et culturel pour qu'il puisse... Et puis, le silence. Si vous remarquez que si on enregistre ici, c'est parce qu'il y a un silence qui existe. Et pour travailler, il faut du silence. Bon, il y a d'autres instruments de travail ou de recherche à l'intérieur des Dominicains. Je pense à la commission léonine. Je pense, bien sûr... Alors, la commission léonine s'intéresse à l'édition des textes de saint Thomas. Ça veut dire la participation aux recherches sur la pensée médiévale actuelle. Et la commission léonine est venue à Paris essentiellement pour pouvoir se rattacher
à l'IRHT, c'est-à-dire à l'université française, qui travaille sur ce genre de domaine. Il y a une revue, bien sûr, la revue des sciences philosophiques et théologiques. Il y a aussi des centres de recherche comme ISTINA, dans lequel nous sommes de manière plus précise pour les questions écuméniques. Alors, il y a aussi un petit groupe auquel j'ai participé très longuement, et je participe toujours, c'est le GAG. Alors GAG, ça veut dire Groupe Albert le Grand, pour ceux qui ne comprendraient pas les acronymes. Groupe Albert le Grand, grand théologien dominicain du XIIIe siècle, scientifique, et la question qui se pose, c'est la question du rapport entre les sciences et la théologie. Qu'est-ce qu'il faut faire au point de départ? Il faut lire les productions actuelles, et donc l'essentiel du travail de ce groupe a été de faire de la bibliographie et de produire des bulletins bibliographiques. Nous sommes maintenant dans une deuxième partie de la bibliothèque. Vous voyez un petit jardin et une très belle statue de bronze de Dino Quartana, un des frères de la communauté. Alors, entre la recherche et la prédication, c'est évident qu'il y a des tensions. Et maintenant, je voudrais développer comment cette tension s'est exprimée à l'intérieur des difficultés que nous avons eues avec l'art. L'art actuel est en même temps un art pour tout le monde et un art pour les gens du métier. Et les gens du métier, ce que produisent les gens du métier, ce n'est pas toujours compris par le tout venant. Il m'a fallu du temps pour comprendre, ça j'ai compris par l'intérieur de la musique. Je me suis occupé de chansons pendant 11 ans et j'ai compris progressivement tout le travail artistique qu'il y avait dans le domaine de la chanson française, texte et musique, et en même temps la différence qu'il y avait avec la musique contemporaine que moi-même personnellement j'apprécie beaucoup et que je travaille beaucoup. Alors, nous autres dominicains, c'est vrai que nous vantons d'avoir eu un grand ancêtre du point de vue de l'art qui est Fra Angelico. Alors, soyons sérieux, Fra Angelico, c'est un grand peintre, ça n'a pas été un des grands novateurs de l'époque, mais ce qu'il a construit parle aux gens, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, les images de Fra Angelico sont des images comprises par les gens. L'Annonciation, le Saint-Dominique, etc. J'en dirai pas autant de ce qui est aujourd'hui produit dans l'art actuel. Les rapports aujourd'hui entre les dominicains et les artistes furent, dans un certain nombre de cas, très précis, très féconds et très tumultueux. Quelques exemples. Bon, premier exemple, c'est la chapelle de Vence. Le rapport entre donc, Matisse et le frère Réziguier et les sœurs dominicaines de Vence. Le deuxième exemple, le Corbusier et la Tourette. Alors, la Tourette construite par le Corbusier, sous l'influence de Couturier, et quelques années après, la fin de la construction, les frères quittent la Tourette. En fait, troisième exemple, un frère, l'un d'entre nous, grand ami de Nicolas de Staël, obtient de Nicolas de Staël, en remerciement, deux grands tableaux, que les frères, profitant d'une absence de Jacques Laval, le dominicain, l'ami de Staël, se sont dépêchés de mettre au grenier, tellement ils trouvaient ça insupportable. Dernier exemple, la construction du couvent Saint-Jacques, les nombreuses querelles entre la communauté, les désiderats de la communauté, et puis notre architecte Belmont, un grand architecte national. Donc, il y a toujours eu une tension, une présence et une tension, où il y a, dans notre héritage immédiat, une tension et une présence. Et c'est vrai qu'un certain nombre de dominicains, actuellement, sont des peintres professionnels. Je pense au peintre Kim In-jong, auteur d'innombrables vitraux dans nos églises. Je pense à Dino Quartana, sculpteur international, dont vous avez une sculpture ici, qui est exposée en Italie, en France, etc. Je pense aussi à une galerie de peinture qui a été fondée par l'un d'entre nous pour des jeunes artistes encore inconnus.
Donc il y a toujours une tension entre ces différentes dimensions à propos de l'art. Alors je voudrais développer un premier exemple, la chapelle de Vence. La chapelle de Vence, quelle est la difficulté de la chapelle de Vence? 4 ans de travail pour Matisse. Matisse est sollicité par une jeune fille qu'il avait prise d'abord comme modèle, comme infirmière et comme modèle, qui est devenue religieuse dominicaine, et la religieuse lui demande de construire une chapelle. Et il s'y met, je crois, d'une manière, 4 ans de travail, d'une manière profondément religieuse. Mais religieuse, peut-être avec un peu la foi du charbonnier. C'est ce qu'il a répondu un jour à Picasso, qui lui disait « Mais qu'est-ce que tu fous là ?» Il a répondu à Picasso « Ben toi aussi, ça t'arrive pas de prier ?» Mais c'est vrai que si nous considérons cette chapelle aujourd'hui, elle est visitée par beaucoup de gens, mais pas du tout sûr que les gens soient invités à la prière dans cette chapelle. C'est un mystère, savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour que les lieux où nous vivons soient des lieux qui invitent à la prière. Deuxième exemple, la Tourette. Projet de Le Corbusier, qui se dit non-croyant, il est clair. Créer un espace de silence, point barre, et il pense que dans cet espace de silence, il pourra y avoir un espace de prière. Donc tout un travail de géométrie, un travail sur les lumières, etc. Un visiteur, Anselm Kiefer, en 1966, passe à la Tourette et il vit pleinement la dimension religieuse de la géométrie que propose Le Corbusier. 1966, patatrac, 2 ans après, les Dominicains, c'est 68, et les Dominicains de Lyon décident de ne pas rester à l'Arbrel. L'Arbrel, c'est trop loin de Lyon, on ne peut pas y faire des études sérieuses en liaison avec les universités, et donc, progressivement, l'Arbrel devient non seulement un patrimoine du siècle, du XXe siècle, mais aussi un lieu de rencontre pour les architectes et pour les artistes de nombreux pays. Et ce qui fait que les frères actuellement sont préoccupés de ce qu'on appelle des installations invitant un certain nombre d'artistes à y installer leurs œuvres. Plusieurs exemples, Geneviève Haas, Capour et Anselm Kiefer. Anselm Kiefer, c'est le visiteur de 66 qui va y revenir pour habiter ce lieu d'une autre manière. Alors, qu'est-ce que c'est que Geneviève Haas? Une surface bleue, à l'intérieur de ces surfaces, de grandes cicatrices qui sont dans la surface. Et ça, je crois que c'est du religieux profond. Qu'est-ce que c'est que Capour? C'est des géométries, des miroirs, en particulier des miroirs, qui déforment les géométries soigneusement construites par Le Corbusier pour en montrer les différentes possibilités, les différentes réalités. C'est vraiment de la géométrie contemporaine. Je reviendrai là-dessus. Et qu'est-ce que c'est que Kiefer, Anselm Kiefer? Oh, il y a un tableau qui est très frappant, c'est une peinture qui est en fait la fixation d'un livre dans la surface du tableau. Kiefer écrit toujours sur ces tableaux. C'est écriture sur peinture. Et ce tableau brut est collé sur une surface de béton brut telle que Le Corbusier les appréciait. Une écriture en soi silencieuse, mais qui doit nous permettre à nous aujourd'hui de comprendre, de participer à la manière dont ce silence peut engendrer éventuellement toujours une prière. Mais ce silence est renouvelé par une relecture de l'architecture. Alors, en conclusion, je ne sais pas si je pourrais être bref, parce que je vais parler un petit peu de moi. Je vais parler comme quelqu'un qui a été touché en son temps par des mathématiques réelles et qui a eu beaucoup de difficultés avec. Je me souviens d'un examen que j'avais loupé. Bon, les conditions de travail n'étaient pas toujours faciles. Je repasse cet examen 3 ans après. Je n'y comprenais plus rien. Il m'a fallu
50 ans, plus que 50 ans, pour comprendre pourquoi je n'y comprenais plus rien. J'ai eu l'examen quand même, hein, rassurez-vous, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Et il a fallu que je lise Grothendieck, ou que je commence à lire Grothendieck pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Et il y a eu une telle mutation dans les mathématiques modernes. Les mathématiques modernes sont passées d'une conception... Alors, au point de départ, c'était calculé. Ensuite, c'est devenu avec Galilée les formes, la géométrie, avec Descartes, la géométrie analytique, les nombres mêlés à la géométrie. Et maintenant, on a compris que les mathématiques, c'est l'étude de ce qui est permanent à l'intérieur des topologies des lieux. Ce non pas les points, mais les lieux. Et donc les transformations de lieux, homologie, cohomologie, etc. Et donc il y a tout un vocabulaire de Grothendieck sur la recompréhension des espaces qui est fondamentale. Et je crois que ce que j'ai vu de l'art sacré aujourd'hui, ça fait partie de cette recompréhension des espaces. Et c'est dans cette recompréhension des espaces que se développe actuellement l'intelligence même de la lecture physique ou informatique de notre monde. Donc, pour moi, l'art contemporain a pris un chemin de cet ordre. Et je crois que ce chemin est difficile, je crois que ce chemin ne peut pas être compris de tout le monde tant qu'on n'a pas fait ce pas vers une certaine intelligence abstraite des choses. Donc je crois qu'il y a une énorme difficulté à l'intérieur de la vie dominicaine, à l'intérieur de la vie religieuse aujourd'hui, à assumer cette tension entre vérité de la recherche et vérité de ce qui est évident au point de départ, de ce qui est immédiat. Entre vivre avec des hommes tels qu'ils sont, immédiatement, et puis chercher avec eux comment écrire le sens du monde. Comment chercher un visage de Dieu dans notre prochain, en même temps qu'on cherche un visage de Dieu dans l'écriture sur l'écriture. Donc pour moi, ce n'est pas un accident si le visage de Dominique peint par Matisse est sans trait. Ce n'est pas un accident, au contraire, c'est quelque chose de très profond. Du temps du Frangelico, on pouvait dessiner les traits du visage de Saint-Dominique. Et ces traits étaient déjà assez différents des premiers portraits que vous avez en miniature 30 ans après la mort de Saint-Dominique. Mais c'est quelque chose devant lequel il n'est pas toujours facile de prier ou de faire prier. De toute façon, prier, c'est pas très facile. Prier, c'est accepter de s'affronter à la question Dieu, une parole que nous tentons, une parole que nous espérons partager, une parole face à quelque chose qui est pour nous globalement une difficulté et aussi une espérance. Mais cette parole, elle nous conduira peut-être là où nous n'aurions peut-être pas voulu aller. Cette parole, elle vient d'une liberté, la liberté de Dieu. Elle accepte notre liberté de religieux, d'homme, simplement. Elle est une part de la création qui, je le crois, se continue grâce à Dieu et avec la participation des hommes, de tous. Merci.